sur l'accompagnement d'un enfant avec des allergies alimentaires. On attend encore quelques minutes et le webinaire va démarrer. Bonjour et bienvenue sur le webinaire sur l'accompagnement d'un enfant avec des allergies alimentaires. C'est un webinaire qui va durer à peu près de 13h à 13h45. Je vais parler pendant une trentaine de minutes et si vous avez des questions, on se laissera un quart d'heure sur la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas à les mettre de côté ou à les spécifier directement sur le chat. J'ai le plaisir de vous accueillir dans les locaux de Nutrisens et donc de faire cette intervention en partenariat avec Nutrisens. Je suis moi-même mère d'une enfant qui a des allergies alimentaires sévères et des allergies respiratoires. Et c'est cette expérience-là qui fait que je me suis beaucoup informée sur les allergies et j'ai réalisé moi-même une formation au sein d'une école de nutrition sur l'ensemble des allergies alimentaires. Aujourd'hui, nous avons choisi des thématiques qui tournent beaucoup autour de l'enfant. Donc les conseils dont on va parler concernent évidemment les personnes allergiques, mais quand même beaucoup les enfants et leur intégration à l'école ou bien à la cantine ou dans tout type de collectivité, crèche par exemple. Voilà. Derrière le webinaire, vous êtes nombreux à être soit des particuliers, soit des professionnels. Donc il y aura en effet des temps pour les deux, aussi bien des informations pour des professionnels que pour les particuliers. Alors tout d'abord, il me paraissait important de rappeler qu'est-ce qu'est une allergie et de bien faire la différence entre l'allergie et l'intolérance parce que l'amalgame peut être vite produit. Donc une allergie, c'est une réponse excessive de notre organisme, soit à un aliment, soit à une substance. En fait, une personne non allergique ne va pas réagir au pollen ou à un aliment, alors qu'une personne allergique va considérer cet aliment ou cette substance comme un ennemi. Et donc, à l'intérieur du corps, va se mettre en place tout un ordre de bataille, une petite guerre interne pour lutter contre cet ennemi. Cette guerre interne est déclenchée par le système immunitaire. Donc, la défense du corps, c'est bien généré par le système immunitaire. L'allergie globale, respiratoire et alimentaire, c'est la 4e maladie chronique dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Derrière le sida, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, 8% des enfants ont une allergie alimentaire et c'est 4% des adultes. Globalement, c'est aussi 30% de la population globale qui souffre d'allergie. Et en 2050, une personne sur deux sera allergique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est en évolution et que vous aurez autour de vous et peut-être vous-même de plus en plus de symptômes allergiques. Les raisons sont multiples, c'est multifactoriel et c'est lié beaucoup à nos modes de vie, à l'air qu'on respire, l'air intérieur, l'air extérieur et bien sûr aussi notre consommation alimentaire. Alors, allergie et intolérance, il me paraît essentiel de faire la différence, puisque vous allez entendre beaucoup de personnes autour de vous qui vont se déclarer allergiques au gluten ou allergiques au lactose, par exemple, et ça, c'est des expressions un peu erronées. En fait, dans l'allergie, il y a l'allergie immédiate et l'allergie retardée. L'allergie immédiate, c'est une réaction rapide après l'ingestion. Rapide, ça veut dire que la personne va manger quelque chose et que les symptômes vont intervenir de quelques minutes à 2-3 heures après ingestion. Plus la réaction est rapide, plus les symptômes peuvent être dangereux. Et là, on peut parler de réactions allergiques sévères qui peuvent aller d'un œdème, un œdème de Quincke par exemple au niveau de la gorge, comme une anaphylaxie, c'est-à-dire une détresse complète du corps. Là, le pronostic vital peut être engagé et donc il y a un risque fatal. Il y a également dans l'allergie, l'allergie retardée. Donc l'allergie retardée, ça va un petit peu ressembler à l'intolérance dans les symptômes et pourtant, ce n'est pas la même chose qui se passe au niveau du corps parce que quand on est dans l'allergie, c'est bien le système immunitaire qui est en cause et pour déceler une allergie, on va doser des anticorps pour vérifier et valider l'allergie. Donc dans l'allergie retardée, on va plus avoir des réactions de maux de ventre, de douleurs abdominales, de grosses fatigues et éventuellement d'eczéma aussi. Ça va être des réactions qui interviennent de 4 heures à 3 jours après l'ingestion de l'aliment.
Et puis on a l'intolérance. Donc l'intolérance va beaucoup toucher le système digestif et non le système immunitaire. Donc vous voyez que ce n'est pas le même mécanisme. Le système digestif va mal découper les molécules en fait, de l'aliment, mal digérer la protéine et donc va générer différents symptômes qui sont également des ballonnements, des maux de ventre, des diarrhées, des constipations. Ça peut être très diversifié pour chaque personne. Donc par exemple, quand vous entendez des personnes qui ont du mal à digérer le gluten, on va beaucoup être dans le champ de l'intolérance. Voilà cette distinction qui me paraissait importante. Alors, il y a 14 allergènes à déclaration obligatoire. À déclaration obligatoire, cela veut dire que ça doit être affiché, lisible. Quand vous achetez un produit ou quand vous consommez un produit, on doit pouvoir trouver le contenu de ces aliments. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut être allergique à 14 aliments, puisqu'on peut être allergique à énormément d'aliments, voire tous les aliments. Mais les 14 allergènes obligatoires, à déclaration obligatoire sont les 14 aliments qui sont les plus sensibles et puis les plus majeurs dans le monde de l'allergie. On a donc, si je vous les présente rapidement, on a l'arachide. Donc l'arachide, c'est la cacahuète. Et c'est une famille de produits et ça se distingue complètement des fruits à coque. Donc on est bien sur deux familles différentes. Les fruits à coque, on va avoir les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, les noix de cajou par exemple. Donc là c'est une famille et l'arachide c'est uniquement la cacahuète. Nous allons avoir les mollusques, le soja, le blé, le lait ou les laitages. Donc quand on parle de lait, on parle de lait de vache en fait. Et puis le lait, ça signifie également donc le beurre, le fromage, les différents morceaux de gruyère par exemple. Voilà. On a également la moutarde, le sulfite qui est moins connu. Le sulfite c'est un conservateur que l'on va retrouver beaucoup dans les alcools comme le vin et puis le vinaigre. On a le céleri, soit le céleri en branche, soit le céleri rave. On a le lupin. Alors le lupin, tout le monde ne connaît pas. Le lupin, c'est soit une petite graine jaune qu'on peut consommer à l'apéritif, mais ce lupin se consomme également en farine. Et donc dans vos boulangeries, il y a, sans que vous le sachiez, des fois des aliments qui sont faits à base de farine de lupin. On a les œufs, bien entendu, le sésame, les crustacés et les poissons. Voilà, donc là on a les 14 allergènes à déclaration obligatoire et il faut savoir que quand on est allergique à un de ces aliments ou à plusieurs, on est allergique à la protéine, à une protéine de ces aliments. C'est pour ça que pour le lait par exemple, on parle d'allergie aux protéines de lait de vache. Et quand on est intolérant au lactose, c'est bien de l'intolérance et on ne digère pas le sucre du lait. Donc c'est deux fonctionnements complètement différents. Voilà, puisque la thématique aujourd'hui, c'est les allergènes en collectivité, si vous connaissez des personnes qui travaillent dans ce domaine ou si vous-même vous travaillez dans ces domaines, c'est important de préciser que les allergènes sont partout et qu'ils ne sont pas forcément que dans un repas ou à la cantine, mais qu'il y a des temps scolaires qui sont vraiment soumis à cette présence d'allergènes. Alors par exemple en classe, quand vous avez des ateliers cuisine, où là vous allez manipuler de la nourriture, bon, ça vous paraît évident. Quand on fête les anniversaires, gérer un enfant allergique et gérer des anniversaires, ça demande une vraie organisation et beaucoup de contact avec les parents pour échanger. Voilà. Et puis il y a d'autres événements festifs, comme par exemple Noël, où il y aura peut-être une distribution de papillotes. Qui dit papillotes peut signifier présence de plusieurs allergènes, dont particulièrement les fruits à coque. Il y a Pâques avec les chocolats, il y a les kermesses d'école où il va y avoir des buffets avec des gâteaux, il y a la semaine du goût. Donc lorsque vous avez un enfant allergique en collectivité, ces temps-là doivent être anticipés et notamment doivent être complètement quadrillés par l'enseignant, par la directrice d'école et par les parents qui doivent certainement, pour des allergiques sévères, gérer le propre goûter ou le propre repas de l'enfant. Mais on ne trouve pas seulement des allergènes que dans de la nourriture. Sachez qu'il y a aussi des produits que vous manipulez en classe, en crèche, en garderie, qui peuvent contenir des allergènes, notamment dans les jouets. Certaines pâtes à modeler contiennent du blé, donc du gluten, voilà. Et puis on a fait remonter une information dans des feutres et des crayons de couleur qui étaient faits à base de soja, par exemple.
Donc vous imaginez un enfant qui mettrait une pâte à modeler à la bouche ou un feutre à la bouche, si c'est un enfant allergique, ça peut déclencher des réactions. Il y a aussi tous les temps de nourriture, l'utilisation de nourriture pour poissons, pour oiseaux. Alors là, en général, on peut retrouver de l'arachide ou des fruits à coque. Et puis, ces temps de découverte qu'on peut faire aussi avec des enfants, notamment des sorties en forêt, où là, on va, par exemple, ramasser des feuilles ou ramasser des noix ou des noisettes. C'est aussi être en contact avec des aliments allergisants. Donc l'allergie, c'est vraiment quelque chose de sournois et finalement chaque temps passé avec des enfants doit vous questionner en se demandant est-ce que je prends un risque ou pas, quel risque en tout cas je prends en organisant ce type d'événement si je gère également ou j'encadre un enfant avec des allergies alimentaires. Gérer un enfant avec des allergies alimentaires, c'est devoir gérer au quotidien ces allergies et le fait qu'il n'y ait pas de risque, pas de problème, mais c'est aussi gérer le fait que vous pouvez être amené à gérer une réaction allergique directement dans votre classe ou dans votre crèche ou en lien avec cet enfant. Et pour ça, vous devez être protégé par un PAI. Protégé, en fait, le PAI, ça s'appelle Protocole d'accueil individualisé. C'est un document qu'il faut voir un peu comme un contrat de bienveillance dans lequel on a plusieurs acteurs et qui permet de bien comprendre cet enfant avec ses allergies et d'avoir une trousse de secours et de savoir comment réagir en cas de réaction. En fait, sans ce PAI, vous, professionnels ou vous, adultes, vous ne pouvez pas donner de médicaments à un enfant avec des allergies alimentaires. Alors, je parle d'allergie, le PAI existe pour toute pathologie chronique. Ça peut être de l'asthme, ça peut être du diabète, mais ici on est sur le thème des allergies. Donc il faut voir ça comme un contrat. Le PAI, en fait, vous lie avec la famille et l'enfant, vous lie avec le médecin ou l'allergologue qui suit l'enfant et vous engage à respecter un protocole avec des règles à suivre, notamment une trousse de secours qui doit par exemple suivre l'enfant dans tous ses déplacements, qui doit être proche de l'enfant lorsqu'il est en crèche ou en classe, c'est-à-dire une trousse qui est facilement accessible. Et c'est aussi un temps de dialogue. Le fait de créer ce PAI, c'est surtout pour créer du dialogue avec les parents et les enfants pour bien comprendre les réactions et comment l'enfant gère ces temps où il peut être soumis à de la nourriture. Donc il y a plusieurs typologies de PAI, entre guillemets du plus simple au plus grave. On peut très bien avoir un PAI quelquefois sans avoir besoin de donner des médicaments, mais qui vont retracer simplement l'allergie de l'enfant. On peut avoir une trousse de secours avec un seul médicament, qui va être souvent un antihistaminique. Donc là, on va être dans le cadre de l'éviction simple. On va moins être dans le cadre de l'allergie sévère, comme je vous en ai parlé sur les 2 premiers slides. Donc ensuite, on peut avoir aussi un PAI avec vraiment un risque d'urgence allergique. Donc dans cette trousse de secours-là, vous allez retrouver souvent un antihistaminique et un corticoïde, qui sont des médicaments de traitement de l'allergie, mais sur des risques vraiment simples et pas sévères. Et ensuite, vous allez retrouver une injection d'adrénaline, un stylo d'adrénaline, qui là est vraiment pour les réactions graves et urgentes. Vous allez retrouver dans ce PAI les différents symptômes de l'enfant. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'allergie n'est pas une science exacte dans le sens où on ne peut pas vous dire voilà, l'enfant va réagir comme ça, tous les enfants vont réagir tous comme ça à tel allergène. Chaque enfant est différent et on peut pratiquement dire qu'un patient égale une réaction allergique. D'où l'idée de vraiment créer du dialogue avec les parents pour savoir s'il y a eu des réactions allergiques précédemment dans son passé, essayer de comprendre comment les symptômes arrivent, comment réagit l'enfant, est-ce qu'il va venir facilement échanger avec la personne, dire ce qui lui arrive, est-ce qu'il va plutôt se mettre en retrait. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se discuter autour du PAI. Le PAI doit préciser bien sûr le contenu de la trousse de secours et bien les dosages et les quantités qu'il faut administrer pour l'enfant. Et enfin, ce PAI, il peut donner un cadre. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une sortie scolaire? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des collations à l'école? Qu'est-ce qu'on fait quand on fête les anniversaires? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des ateliers de cuisine? Je pourrais vous mettre à disposition un exemple de PAI
faite par une académie au niveau de l'éducation nationale qui est très bien faite. Donc je ne vous l'ai pas mis sur le support, mais vous pourrez envoyer un mail au sein de l'équipe de Nutrisens et je pourrais vous faire parvenir différents documents, dont un exemple de PAI vierge qui peut vous aider à vous imprégner de ce document. Donc mes conseils et recommandations, c'est qu'un PAI concerne plusieurs acteurs. C'est-à-dire qu'au début des PAI, ça impliquait souvent un médecin scolaire, et puis c'était le directeur de l'école et l'enseignant qui étaient présents, et puis l'enfant et le parent. Et puis ça se limitait à ça, et plus personne d'autre avait connaissance du PAI, où on savait qu'il était rangé quelque part. En fait, le problème, c'est que tout le monde doit être au courant des pathologies de l'enfant et de ses réactions, parce que tout le monde doit pouvoir réagir en cas de réaction sévère et lui administrer ses médicaments. Ça veut dire qu'une ATSEM est concernée par ce PAI, un agent de cantine, tous les acteurs en fait et tous les professionnels de la petite enfance doivent pouvoir réagir vite. Donc tout le monde doit être au courant de ce PAI. Si vous êtes parent, moi ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs rendez-vous, parce que c'est difficile de souvent regrouper tous ces acteurs au même moment, mais lorsque c'est la rentrée des classes, de prévoir un rendez-vous avec l'école, et puis peut-être un rendez-vous avec la mairie, un rendez-vous avec les agents de restauration, un rendez-vous avec la crèche, enfin, tous ces acteurs-là, pour que tout le monde soit vraiment informé des gestes à tenir en cas d'urgence. Voilà. De même, les temps de nourriture sont tellement des fois improbables. Par exemple, une maman qui va faire un goûter à l'école et qui ne va pas prévenir et qui va simplement gentiment apporter quelque chose. Ou alors un temps de cantine avec voilà, un repas qui ne va pas se passer comme prévu. Moi, une de mes recommandations, c'est d'avoir toujours en fait, de la nourriture que votre enfant puisse manger en secours. En secours, ça veut dire avoir des goûters, par exemple, que la maîtresse pourrait garder de côté. S'il y a une petite fête imprévue, elle peut sortir le goûter de votre enfant. À la cantine, moi je prépare un panier repas. Ça veut dire que je cuisine le soir le repas qu'elle va manger le lendemain midi. Et je me suis toujours demandé si le panier repas, si le repas tombait par terre, comment ça va se passer. On ne pourrait rien donner vraiment à ma fille qui a une dizaine d'allergies. Donc en fait, moi j'ai trouvé cette solution qui est aussi d'avoir un repas de secours. Donc préparé par Nutrisens, c'est un plat qui est longue conservation, qui peut se stocker. Donc moi ces plats me servent pour différentes raisons. D'une part en repas de secours à la cantine. Et puis d'autre part, quand j'ai pas eu le temps ou l'envie de faire un millième panier repas dans une semaine assez chargée, ça va me servir de plat pour le repas du midi. Voilà. De même pour la garderie, avoir quelques gâteaux de secours ou un petit paquet de sucreries de secours s'il y a un enfant qui apporte un paquet de bonbons. Ça évite les frustrations, ça évite que votre enfant se sente isolé en se disant qu'il n'a pas pu en manger parce qu'on ne lui en a pas donné ou on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Alors au niveau du PAI, peut-être que vous avez déjà vu ce document. Avant, le PAI listait un petit peu les médicaments que vous deviez donner, un peu comme des étapes. C'est-à-dire d'abord je donne ça, et puis si c'est pas très grave, je donne éventuellement ça. Et puis si ça devient très grave, et une fois que j'ai donné ces 2 médicaments, je passe à l'adrénaline. Alors ça, c'est un peu une idée reçue, et les allergologues ont travaillé ensemble pour établir ce document-là qui peut se joindre au PAI, en expliquant bien que dans l'allergie, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est grave ou est-ce que ça a l'air moins grave? En clair, est-ce que la réaction est sévère ou est-ce qu'elle est légère? Et donc, on n'est plus dans un protocole à introduire différents médicaments en attendant la suspicion du stylo d'adrénaline. On est plus sur je réagis, je regarde l'enfant, je l'observe. S'il a différents symptômes respiratoires, ou alors qui se sent très mal, qui va être un peu dans un état léthargique, ou alors qu'il y a des vomissements violents, parce qu'il y a plusieurs symptômes qui paraissent se dégrader de seconde en seconde, on est vraiment sur le stylo d'adrénaline immédiatement.
Alors que si on est sur des symptômes qui paraissent moins graves, qui peuvent être simplement un œdème à l'extérieur, un gonflement de lèvres ou de paupières ou quelques plaques rouges, on va être, si les symptômes ne se dégradent pas, on va être sur de la réaction légère et dans ce cas-là, j'administre des médicaments qui mettent 30 minutes à agir, qui sont un antihistaminique et éventuellement un corticoïde. Pareil, ce document, s'il vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail à Nutrisens et je me permettrai de vous l'envoyer pour que vous puissiez l'avoir. Donc, réaction sévère, réaction légère, c'est vraiment la première question à se poser quand on est en face d'un enfant qui aurait une réaction allergique. Je voulais vous parler également de cet enfant allergique. Alors, sans faire de généralité, parce que tous les enfants sont différents et je veux bien que vous gardiez ça en tête, mais pour avoir discuté avec de nombreux parents et de nombreux enfants allergiques, puisque c'est mon métier, je me rends compte quand même que j'entends des choses qui reviennent souvent, comme le fait que l'enfant allergique est souvent mature face à ses allergies et que cette maturité, elle arrive finalement assez tôt, vers 5-6 ans. Ça veut dire que l'enfant va vite être responsable, peut-être plus mûr que les autres vis-à-vis de la nourriture. Il va moins mettre de choses à sa bouche assez facilement pour découvrir parce que conscient de ses allergies, on lui aura souvent dit de ne pas mettre à la bouche, de ne pas goûter, de ne pas toucher. Donc c'est un enfant qui va quand même souvent vous poser la question, est-ce que ça je peux? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux goûter cet aliment? Est-ce que c'est OK pour moi? Voilà. Ensuite, sachez que c'est quand même un enfant qui a une relation vis-à-vis de la nourriture qui est différente des autres enfants. Imaginez qu'on vous ait dit pratiquement tous les jours de votre vie que vous pouviez faire une réaction très grave, voire fatale avec un aliment. Pour lui, la nourriture n'est pas toujours source de plaisir, mais elle est aussi source de danger. Donc c'est vraiment important dans la relation avec la nourriture de cet enfant, de faire les deux, de lui montrer que d'un côté ça peut être dangereux, mais d'un autre côté ça doit rester un plaisir. C'est un enfant qui est à l'écoute de son corps et de ses sensations. Normal encore, on a habitué cet enfant à lui dire si ta langue te pique, si ça te gratte, si tu sens que tu gonfles au niveau des yeux ou des mains, il faut vraiment me le dire, il faut venir me voir. Donc un enfant qui va avoir mal au ventre va vraiment se sentir déjà en alerte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai mal au ventre? Et va facilement aller voir un instituteur ou un adulte pour lui préciser. Globalement, l'allergie est anxiogène, donc l'enfant est souvent aussi anxieux ou inquiet. Voilà, je vous dis tout ça parce que si vous encadrez des enfants, sachez que ces traits de caractère-là sont récurrents chez les enfants allergiques. Encore une fois, sans faire de généralité, mais c'est souvent ce que j'observe. Et vous avez un rôle, vous, adultes, vous, parents, dans l'encadrement de ces enfants, c'est que vous êtes son référent pour la nourriture. Donc, si vous lui donnez de la nourriture, l'enfant va forcément penser que vous êtes au courant de ses allergies et que vous avez vérifié et que vous savez ce qu'il a. Ça veut dire que si vous lui donnez un aliment, il risque de vous faire entièrement confiance. Vous allez être son référent. Je pense par exemple à une anecdote qui est arrivée dans ma vie personnelle où le Père Noël a donné des papillotes à ma fille pendant ces temps de Noël. Et donc pour ma fille, c'était évident que le Père Noël était au courant de ses allergies puisqu'il est adulte et en plus c'est le Père Noël, donc vous imaginez bien. Donc vous avez ce rôle-là d'avoir un rôle vraiment de prévention, de lire les étiquettes, de toujours vous poser la question, est-ce que je peux lui donner ou pas, est-ce que je prends un risque? C'est une vigilance qui est vraiment quotidienne. Ça, c'était la première partie du webinaire. Donc, si vous avez déjà des questions sur ce webinaire, n'hésitez pas à commencer à les communiquer. Maintenant, on va parler de choses moins stressantes peut-être. Ce sont les vacances. Évidemment, les vacances se préparent, vos vacances d'été. Et c'est la deuxième thématique de ce webinaire, c'est de bien organiser et bien préparer ses vacances. Alors, quand on est parent d'enfants allergiques, les vacances, ça se prépare et tout ce qui va être de l'ordre de l'improvisation et de la dernière minute, on peut le relayer pour certaines choses, mais pas pour la nourriture. C'est important de planifier ses vacances. Plus elles seront planifiées au niveau de cette gestion alimentaire, plus ça rendra vos vacances sereines. Donc le relâchement mental de cette période ne doit pas forcément impliquer
également une diminution de la vigilance. Alors, vous avez tous choisi un mode de vacances qui peut être complètement différent. Les vacances, ça peut être dans un club ou alors à l'étranger, donc avec une gestion de la nourriture différente. Peut-être que vous allez prendre des transports qui sont différents, prendre l'avion, prendre le train, un autocar, un bateau. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. Parce que vous allez vous retrouver dans des lieux confinés, peut-être le temps du transport, dans des vases clos, où il peut y avoir une présence d'allergènes. Donc les vacances sereines, c'est j'anticipe, j'organise et ensuite je peux profiter sereinement de mes vacances. Qu'est-ce que ça peut donner comme organisation? Eh bien, essayez déjà de tout lister, préparer vraiment une checklist avant le départ, prévoir tout ce qui est en longue conservation, des plats, des goûters, des petites choses qui peuvent s'amener dans un sac pour que si votre enfant a faim, vous puissiez lui donner de la nourriture en toute sécurité. Selon votre mode de transport, informer un conducteur, une compagnie aérienne, un équipage qu'il va y avoir une personne avec des allergies alimentaires sur le lieu du transport. Par exemple, vous savez que les compagnies aériennes sont de plus en plus sensibilisées parce que là, s'il y a une réaction allergique qui se passe pendant un voyage aérien, c'est vraiment compliqué à gérer. Certaines compagnies ont carrément supprimé les arachides et certains fruits à coque de leur alimentation. Par exemple, EasyJet ne vend plus de cacahuètes à bord. Air France propose des plats végétariens, des plats sans gluten, des menus sans les 14 allergènes. Mais pour le savoir, tout ça, il faut vraiment appeler les compagnies et préciser les allergies et faire au moins ça 48 heures avant le vol plutôt que sur place au dernier moment. Idem pour la trousse de secours, elle doit obligatoirement être avec vous ou avec l'enfant, mais surtout pas en soute à bagages ou dans la valise qui va être dans un coffre. Pareil pour les compagnies aériennes, vous devez prévenir. Vous ne pouvez pas garder votre trousse dans votre sac sans avoir des autorisations, parce que c'est quand même une injection avec une aiguille. Ça veut dire qu'il faut prévenir la compagnie aérienne, avoir une ordonnance. Une ordonnance qui doit être marquée que l'allergologue recommande, que la trousse de secours ne doit jamais quitter la personne, qu'elle doit toujours être à proximité, avec des indications qui montrent que cette trousse doit être avec la personne plutôt qu'éloignée ou dans une soute. Si vous partez à l'étranger, il va y avoir la barrière de la langue. Donc, il y a aussi des méthodes culinaires qui sont différentes. Donc, la communication est vraiment importante. Alors, je pourrais également vous envoyer, c'est encore un autre document que je peux vous envoyer, la traduction des allergènes en anglais et en espagnol avec des petites phrases. Après, vous pouvez également vous-même préparer avec les outils de traduction qui existent en ligne aujourd'hui, préparer peut-être déjà des listes pour montrer que votre enfant est allergique, qu'il est allergique à tel et tel produit. Vous pouvez l'écrire en langue étrangère pour pouvoir le montrer, par exemple, si vous allez au restaurant. Et puis, vous pouvez aussi, selon l'âge de votre enfant, avoir une forme de signalétique qui va préciser son allergie. Aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, avoir des systèmes de badges, des choses comme ça, que l'enfant va mettre autour du cou, qui peut rappeler qu'il a des allergies alimentaires. Vous avez des bracelets, vous avez des t-shirts, vous avez différentes choses qui peuvent rappeler à un interlocuteur étranger que cette personne a une pathologie et qu'il faut faire attention. L'idéal est d'avoir deux trousses de secours, dans 2 sacs différents. Pourquoi? Parce que simplement qu'une trousse, ça peut se perdre, ça peut s'oublier, et que si vous vous retrouvez dans un pays étranger avec la perte d'une trousse, ça peut vraiment être très compliqué de la recréer. Donc avoir ces ordonnances avec soi, avoir une ordonnance en anglais par exemple, si vous partez dans un pays anglophone, vous pouvez le demander à votre allergologue. Avoir 2 trousses de secours, un dans un sac et un dans un autre. Par exemple, si on part à la plage, eh bien, on va partir avec son sac de plage. Est-ce qu'on va penser à prendre son sac à main où il y a la trousse de secours? Donc c'est bien de multiplier les trousses. Conserver aussi cette trousse. Là, au soleil, par exemple, l'adrénaline se conserve mal. L'adrénaline, en fait, craint le froid et le chaud.
Donc il faudrait qu'elle soit toujours à température ambiante. Par contre, l'adrénaline craint plus le chaud que le froid. On ne conserve pas l'adrénaline au frigo, on la conserve dans une pochette qui la maintient à température ambiante, comme ce type de pochette. Ça s'appelle une pochette Frio. C'est une pochette qu'on humidifie, qui a des cristaux à l'intérieur et qui garde l'adrénaline à température ambiante. Et puis quand on part en vacances, mes conseils aussi, c'est déjà d'anticiper, de repérer les centres médicaux, les hôpitaux, les urgences, non pas pour vraiment se stresser, mais surtout pour se dire je sais où sont ces lieux si j'ai besoin d'aller me rendre sur place. Voilà, ce webinaire termine à sa fin, en tout cas bientôt par rapport à ce que je voulais vous dire, et puis pour vous laisser un peu le temps de poser des questions. Voilà l'agenda que je vous propose pour anticiper également la rentrée des classes sur les 3 prochains mois, juin, juillet et puis septembre. Juin, c'est peut-être le moment de prévenir l'école. Si votre enfant est scolarisé dans une nouvelle école qui passe de la primaire à l'élémentaire ou alors qui va rentrer au collège, et bien commencez dès le mois de juin à prévenir cette école qu'il va y avoir un PAI. Commencez peut-être à rencontrer des interlocuteurs, sinon reportez le rendez-vous sur septembre. Vous savez que les délais pour les rendez-vous avec les allergologues sont longs, donc anticipez votre rendez-vous pour être sûr qu'au mois de septembre, vous aurez une trousse de secours avec les médicaments à jour. Voilà, prenez rendez-vous avec la mairie. Même vous, professionnels, vous pouvez aussi anticiper ces rendez-vous-là et demander aux parents est-ce qu'il y a des allergies, est-ce qu'il y aura un PAI. Toute la bienveillance que vous allez y mettre dans cette anticipation va permettre de passer cette rentrée sereinement. En juillet, vous pouvez préparer les trousses de secours parce qu'en septembre, octobre, on est souvent en rupture de médicaments, dont l'adrénaline. Donc plus vous préparez votre trousse de secours avec de l'anticipation, moins vous serez victime de ces ruptures. Et puis en septembre, c'est un peu le temps des rencontres et des réunions. Rencontrez tous les interlocuteurs de vos enfants, faites plusieurs rendez-vous, mais ne restez pas figé sur seulement l'instituteur ou seulement un directeur d'école. Votre enfant peut être gardé par une multiplicité de professionnels, à vous, parents, de rencontrer tous ces professionnels. Voilà pour ce webinaire. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, qui sort aussi un peu du cadre, n'hésitez pas. Si vous souhaitez parler allergie en général, j'essaierai de vous répondre dans mon champ de compétences. Alors, je lis la première question. Est-ce que les allergies alimentaires peuvent être une cause d'allergie type pollen acarien? Alors, je vais essayer de reformuler la question. En fait, est-ce qu'il y a un lien entre allergie alimentaire et autres allergies, par exemple? Alors, c'est possible. C'est possible. En fait, vous allez parler ici d'allergie croisée. Donc, de toute façon, le mécanisme est le même, vous l'avez compris. Qu'on réagisse au pollen ou qu'on réagisse à un aliment, c'est une réaction du système immunitaire du corps qui va déclencher, se mettre en ordre de bataille et déclencher une réaction allergique. Par exemple, je connais une adolescente qui a été allergique à l'ambroisie dès son enfance et qui a eu des allergies respiratoires à différents pollens. Par contre, elle n'avait aucune allergie alimentaire. Et en grandissant, en devenant adolescente, elle a développé une allergie au céleri. Et en fait, il se trouve que le céleri et l'ambroisie croisent. On appelle ça une allergie croisée. C'est-à-dire que la structure de l'ambroisie et la structure du céleri se ressemblent au niveau, on va dire, chimique. Et le corps va se tromper. À force de lutter contre l'ambroisie, une fois qu'il va ingérer du céleri, il va faire une erreur et du coup, l'allergie alimentaire va se déclarer. Donc là, je vous parle de l'allergie croisée céleri-ambroisie, mais en fait, il y en existe beaucoup. Il peut y avoir le latex avec l'avocat. Voilà, il y a plein d'allergies croisées. Donc il y a un lien. Et surtout, quand on parle de lien, c'est surtout votre terrain. Si vous avez un terrain allergique, vous pouvez ne pas être allergique une certaine partie de votre vie, déclarer une allergie petit et puis déclarer une allergie adulte. Pour les acariens, c'est une allergie qui est plutôt respiratoire. Il n'y a pas toujours des liens entre aliments et acariens, mais si on est dans cette idée d'allergie croisée, bien sûr, on peut très bien être sensible aux acariens et sensible à un aliment.
Existe-t-il des supports type PAI hors contexte scolaire? Alors, en fait, c'est encore... Le PAI a été créé et vous verrez que, par exemple, le PAI, ce n'est pas un seul document qui serait, par exemple, le document officiel. Si vous regardez d'une région à une autre, vous allez un PAI en Bretagne, un PAI à Lyon et un PAI dans le Sud, quelquefois, ce n'est même pas les mêmes documents. En fait, un PAI, comme je vous ai dit, c'est un document qui est là pour expliquer comment intégrer l'enfant, comment gérer ses médicaments et surtout son comportement. Vous pourriez même, si vous le voulez, peut-être vous-même faire une sorte de PAI. Mais si vous êtes, alors je lis un peu plus la question, donc, médico-sociaux, nous accueillons des personnes en situation de handicap avec de nombreuses allergies. Ok, vous êtes dans un établissement médico-social. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de peut-être vous partir d'un PAI existant, de regarder comment il est fait, et pourquoi pas de le recréer et de l'adapter à votre structure. Parce que comme je vous ai dit, il n'existe pas un PAI officiel. Le PAI, c'est chacun chaque académie en fait a fait son propre PAI. Alors c'est vrai que PAI égale souvent école ou académie parce que c'est là qu'on va le signer. Mais vous qui êtes dans un établissement, créez votre propre PAI en partant d'un PAI existant. Il sera valable parce que le but c'est de créer du lien, de la relation et de signer quelque chose. Voilà. Est-ce qu'une intolérance peut se transformer en allergie? Eh bien non. Je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais on est bien sur deux systèmes différents. Là, dans votre question, c'est comme si on interprétait je suis intolérante, je vais craindre un peu l'aliment, et puis finalement ça va s'aggraver, ça va basculer en allergie. Non, ça, c'est pas possible. L'intolérance, c'est pas une forme allégée de l'allergie. Comme vous l'avez vu dans mon premier slide, l'allergie alimentaire, ça implique le système immunitaire. L'intolérance, ça implique le système digestif et enzymatique. Donc on est sur deux réactions différentes du corps. Donc l'un ne crée pas l'autre. Voilà. Ok, je vois que je réponds, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions, je peux vous montrer des choses que j'ai mis autour de moi et que je pourrais vous envoyer par mail également. J'ai une fiche sur l'urgence allergique qui a été réalisée par une association et que vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais qui vraiment rappelle encore une fois les symptômes simples des symptômes sévères. Donc on est dans le même esprit que le PAI, sauf que c'est une petite fiche rappel. C'est une fiche que vous pouvez afficher dans vos bureaux, dans vos locaux, dans votre crèche, dans votre établissement médico-social, qui va être un rappel de ce qu'est l'anaphylaxie et des réactions qu'il faut avoir et des gestes qu'il faut avoir. Voilà. Avoir une trousse de secours, une trousse qui est transportable par exemple, c'est vraiment important. C'est ce que vous devez demander aux parents avec qui vous êtes en contact, ou si vous êtes vous-même parent. Quelquefois j'ai entendu dire que les médicaments étaient dans un petit plastique. Non, il faut que ça soit facilement identifiable, facilement transportable, qu'on puisse mettre par exemple le nom de l'enfant ou une étiquette, comme une valise de voyage où on mettrait des informations. Imaginez un endroit avec 10 trousses de secours, il faut qu'on puisse facilement accéder à la bonne. Donc il faut une signalétique qui soit fiable, une trousse de secours fermée et transportable. Voilà. Moi, j'hésite pas, donc c'est un peu artisanal, mais j'hésite pas à avoir des petits mots dans les trousses parce que j'ai peur qu'un jour la trousse s'égare. Donc j'ai des mots où c'est expliqué que cette trousse contient des médicaments de survie et que si elle est perdue ou que si quelqu'un la trouve, il y a nos numéros de portable. Voilà, ça c'est un genre de petits mots. Ici, c'est pour rappeler les allergies de ma fille, la conduite à tenir en quelques mots et puis nos numéros également. Ici, par exemple, c'est un message en espagnol pour réexpliquer que notre fille a des allergies alimentaires. Donc ça, c'est des choses qui font que si vous confiez votre enfant à un adulte et qui regarde dans la trousse, il peut avoir des informations si vous n'êtes pas là et que vous ne pouvez pas l'expliquer, par exemple. Voilà. On a également Nutrisens a créé un petit livret pour les enfants allergiques dans lequel il peut
s'attacher à un personnage et comprendre qu'est-ce que ça peut provoquer ce type d'allergie. Ou voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer par NutriSense. Et puis également, si vous voulez approfondir un petit peu plus cette thématique, j'ai un livre que j'ai écrit l'année dernière, donc qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « 100 idées pour vivre avec une allergie, pour vivre sereinement avec une allergie ». Et en fait, c'est pas un ouvrage médical, c'est surtout un ouvrage sur le quotidien, avec voilà, tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, des idées, des astuces de parents, la façon dont on peut travailler avec des professionnels de la petite enfance pour que cet enfant allergique soit en sécurité, et que si la réaction allergique arrive, et que le personnel, les gens qui l'encadrent, sont en capacité de réagir. Voilà, j'espère vous avoir apporté assez d'informations. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et pour vous être connectés de manière nombreuse. Et je reste à votre disposition par mail si besoin. Je remercie également NutriSense d'avoir organisé ce webinaire. Pour terminer, nous avons également un concours qui est en ligne et qui a été prolongé pour vous laisser le temps de participer. Que vous soyez amateur ou professionnel, cuisinier ou pas, vous pouvez participer au concours qu'organise NutriSense sur la fabrication d'un dessert qui serait sans les 14 allergènes. Vous pouvez envoyer votre photo et votre recette à NutriSense et c'est un concours, donc il y a différents lots à gagner. Vous retrouverez toutes les informations sur NutriSense. Mais voilà, ça peut être l'occasion de découvrir des recettes sympas, de partager des recettes sympas. Et puis, comme je le répète, ce n'est pas réservé qu'aux amateurs, c'est pour toutes les personnes qui aiment la cuisine et les desserts. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée.